Alors, Monsieur Dupuis, formateur à Canopée, c'est ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accorder un petit peu de temps dans cet après-midi consacré aux IA et à l'esprit critique. Donc, moi, je voudrais mettre sur le temps qui m'est accordé l'accent un petit peu sur ce qui est du domaine de la formation. On a beaucoup évoqué tout ce qui était expérientiel à tous les niveaux en termes d'intelligence artificielle. Et à Réseau Canopée, depuis 2 ans, on essaye de mener de front de nombreuses formations en direction de nombreux publics. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte, et ça a été évoqué tout au long de l'après-midi, c'est que quand on parle des intelligences artificielles, en fait, on n'a pas forcément un seul public face à soi. On a des gens qui viennent donc de la communauté éducative, mais de la communauté éducative élargie, et ça a été très bien dit tout à l'heure par le chercheur, on a déjà, nous aussi, des a priori, des conceptions, en fait, qui sont ancrées dans notre imaginaire. J'ai beaucoup aimé le terme qu'il a employé. C'est un sillon qu'on creuse beaucoup en formation. On a l'habitude, nous, de commencer toujours par cet aspect-là. C'est-à-dire qu'en fait, on baigne dans l'intelligence artificielle sans le savoir. Cette intelligence artificielle, elle nous vient la plupart du temps de tout ce qui va être science-fiction. Ce sont des films que vous connaissez, Matrix, iRobot, Metropolis, si on remonte encore un petit peu plus avant, Terminator. Et quand on regarde un petit peu l'imaginaire véhiculé par ces films ou par ces ouvrages littéraires autour de l'intelligence artificielle, c'est une intelligence artificielle humanoïde qui n'a qu'un seul but, c'est de prendre la place de l'humanité. Donc en fait, une vision un petit peu faussée dès le départ, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose qui nous fait peur. Et dans nos formations, et ça va être dit un petit peu tout à l'heure, on essaie de déconstruire un petit peu ce mythe pour pouvoir ensuite poser les bases d'une culture commune. Et ces bases-là, qu'on soit un chef d'établissement, qu'on soit un enseignant, qu'on soit un personnel administratif ou qu'on soit un élève, elles sont absolument importantes à construire parce que souvent on se rend compte, on l'a dit, les élèves se sont emparés de ce sujet-là. On ne peut plus se poser la question, comme on se l'a posé il y a 2 ans, notre première, il faut pour... D'habitude, c'est moi qui fais passer, donc c'est plus simple. Mais notre première intervention, je m'en souviens très bien, c'était au mois de mars 2023. On était invité par le Clémy dans les locaux du journal Sud-Ouest pour intervenir sur l'intelligence artificielle. C'est la première formation que j'ai menée avec ma collègue Dépôt à l'époque. Et la question que les gens se posaient, c'était est-ce qu'il faut faire avec ou est-ce qu'il faut faire sans? En gros, est-ce que c'est quelque chose de simplement médiatique ou est-ce que c'est quelque chose qui va s'ancrer durablement dans le paysage de la formation de tous les gens qu'on a pu voir sur la slide précédente? Aujourd'hui, la question, elle n'est plus du tout la même. On ne se pose plus la question avec ou sans IA, c'est l'IA, elle est là. Comment peut-on faire avec pour que ça soit profitable à tous les acteurs du monde éducatif? Vous voyez, on a mis un petit peu sur cette slide-là les interventions qu'on a pu mener, aussi bien dans le cadre de journées de recherche à l'INSPE, que de travail qui est en train de se mettre en place avec l'Université de Bordeaux, notamment tout ce qui est personnel administratif, mais aussi bien avec le rectorat que la DS2N, dont je salue la présence du pôle aujourd'hui, puisqu'on a participé notamment à des formations de conseillers pédagogiques, et ces conseillers pédagogiques ont eux-mêmes le rôle d'aller former les enseignants sur le terrain. D'accord? Donc vous voyez qu'on est dans une dynamique qui impacte tout le monde. Alors, oui, bon, en fait, oui, non, c'est que je ne peux pas. On va faire au fur et à mesure, comme ça je vais pouvoir présenter. La question ensuite que nous on se pose, c'est si on veut mener des formations qui derrière aient un impact, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste quelque chose qui soit de l'ordre de l'acculturation ou juste de l'information, mais qu'on soit vraiment dans une modification de pratique. On a essayé de lister un petit peu tout ce qui pouvait avoir un impact sur les formations que l'on allait mener. Le premier impact, effectivement, c'est de répondre à un besoin. Alors, là, en fait, c'est pas très compliqué parce que, je ne vous cache pas, je ne suis pas spécialiste de l'IA, mais depuis quelque temps, depuis 2 ans à peu près, la proportion de formation autour des IA prend une place vraiment très très importante. Donc, les formations autour des IA sont de plus en plus nombreuses. Beaucoup de gens sont en demande, donc le besoin, il est identifié. Donc ça, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Le second point, et ça, c'est peut-être celui qui va poser le plus de problèmes quand on commence une formation, c'est que quand on va s'adresser aux gens, on se rend compte que ces gens-là savent déjà plein de choses. Ils ont pratiqué ChatGPT, on a tous testé, etc. Donc on voit qu'il y a déjà une pratique personnelle, mais dans le cadre professionnel, il y a des cadres réglementaires et éthiques qui s'imposent à nous. Et on a parlé du RGPD tout à l'heure, alors j'ai entendu assouplir le RGPD.
Alors, heureusement que Géraldine Léglise, qui est la déléguée à la protection des données, n'est pas présente aujourd'hui, parce que, en fait, on se rend compte quand même que cette réglementation-là, elle n'est pas là pour embêter les gens, elle est là pour protéger, en fait, l'usager. D'accord? Donc, assouplir le RGPD, il faudrait voir dans quelle mesure, mais peut-être, plutôt que de l'assouplir, essayer de réfléchir dans quelles conditions, à quelles conditions l'IA peut, à un moment donné, s'intégrer dans des pratiques professionnelles, quelles qu'elles soient, pédagogiques quand on est enseignant, avec ses élèves, ou quand on est dans un service administratif, plutôt que d'essayer d'assouplir le cadre. On a parlé tout à l'heure de l'IA Act, c'est-à-dire l'Europe qui commence à réglementer, au grand soulagement du chercheur et je pense de tout le monde, parce qu'on se rend compte que si on suit les entreprises qui aujourd'hui régissent un petit peu et réglementent toute cette sphère autour des IA, il n'y a aucune réglementation. ChatGPT, ça a été dit, le redit, plus opaque que ChatGPT, on ne peut pas faire. D'accord, le corpus d'entraînement du modèle de langage, on ne sait pas lequel il est, l'algorithme n'a jamais été étudié par personne, on ne sait pas lequel il est, et pourtant vous avez 100 millions d'utilisateurs mensuels de cet outil-là, donc ça donne à réfléchir un petit peu à un moment donné. Ce qui nous paraît très intéressant, c'est de ne pas passer par ce qu'on appelle une entrée outil. Les outils, on l'a aussi dit aujourd'hui, alors c'est compliqué d'arriver en toute fin de la journée d'après-midi, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont dites. L'outil dont je vous parlerai aujourd'hui serait obsolète après-demain, d'accord? Donc l'entrée par l'outil, elle n'est pas forcément bonne. Il faut commencer par essayer de voir ce qu'on a derrière ces termes d'IA. Nous, on parle plutôt des IA plutôt que de l'IA. Tout à l'heure, il a été dit le distinguo entre IA générative et d'autres IA, mais nous, on aime bien la technique de l'entonnoir à partir de l'ensemble général. Donc, vous avez ce qu'on appelle les IA fortes, les IA faibles. D'accord? Quand on va dans les IA faibles, on a ensuite ce qu'on appelle les IA symboliques et les IA statistiques. Dans les IA statistiques, vous avez ce qu'on appelle les IA génératives. C'est pour ça que c'est intéressant justement de travailler sur l'esprit critique, puisque dans une IA statistique, la réponse qu'on vous donne, statistiquement parlant, elle peut être juste, mais elle peut être fausse. Donc vous voyez que c'est important de comprendre en fait comment ça fonctionne. Parce que si on veut travailler l'esprit critique, on a besoin à un moment donné de dire aux élèves, au personnel qu'on a face à soi, vous savez, ça marche comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'on vous demande d'avoir un esprit critique dans la relecture de votre travail, parce que les IA sont construites comme ça. On ne vous demande pas de savoir démonter un moteur V12 dans une automobile pour savoir la conduire. On ne vous demande pas de comprendre comment fonctionne le réseau de neurones profond, mais quelques bases pour créer une culture commune autour des IA nous paraît vraiment indispensable. Et c'est ce qu'on fait chaque fois qu'on mène une formation avec les personnels. Ensuite, on s'appuie sur leur propre expérience. C'est-à-dire que penser que les gens partent de zéro, même si souvent ils nous disent « j'y comprends rien », en fait, c'est faux. On se rend compte qu'ils ont déjà testé des choses chez eux, aussi bien d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel. C'est ça aussi qui fait la grande différence avec l'IA et d'autres progrès qu'il y a pu y avoir dans le monde de l'éducation. On pense à Internet, on pense à Wikipédia, etc. C'est qu'en fait, l'IA, elle ne touche pas uniquement la sphère professionnelle, elle touche tout. Et elle touche tout le monde. On a parlé d'enfants de 8 ans. Moi, je vois, j'ai des enfants un petit peu plus grands, mais qu'il est premier, dès qu'ils rentrent à la maison, on vite envie d'essayer de voir si la réponse à la question posée par le prof de français ou le prof de maths ne serait pas sur ChatGPT. Donc, cet impact global sur nos pratiques professionnelles, mais personnelles, en fait, on est obligé de s'appuyer dessus. Donc, voir ce que les gens savent déjà faire et voir comment on peut s'appuyer sur leur travail. À un moment donné, on parle beaucoup, mais on s'est rendu compte dans les formations, et j'emmènerai une demain au rectorat avec les personnels ATSS du rectorat de Bordeaux, c'est de mettre les gens en pratique. Alors c'est bien d'expliquer, on construit une culture, on fait une première acculturation, donc là souvent c'est quelque chose qu'on va donner à voir, à comprendre, etc. Mais à un moment donné, les gens, on doit les mettre derrière un ordinateur et leur dire, ben voilà, là tu m'as demandé de travailler sur le logiciel Opal, qui est un logiciel de gestion administrative utilisé notamment par les EPLE, et comment l'IA peut m'aider à gérer ce logiciel qui a l'air visiblement assez compliqué. Donc on met les gens dans des situations de tester, d'essayer, de se tromper, d'écrire des prompts. On a parlé de l'art du prompt. Il y a des méthodologies qui permettent aux gens de les accompagner sur la façon de rédiger le prompt, parce qu'on s'est rendu compte que pour qu'une IA vous propose une réponse pertinente, il faut que la façon dont on va s'adresser à elle soit la plus pertinente possible. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle de l'art du prompt, un terme qui est vraiment galvaudé aujourd'hui parce qu'on l'entend à toutes les sauces, mais qui est un petit peu vrai quand même, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de préceptes à suivre pour que derrière, l'IA me fasse une réponse satisfaisante. Les gens qui vous disent l'IA ne me répond jamais comme il faut, devraient s'interroger sur la façon dont ils s'adressent à l'IA. Et on se rend compte que plus on est précis dans ce qu'on attend, plus la réponse est pertinente. Mais ça demande de maîtriser son sujet un petit peu en avance. Donc,
ça veut dire aussi se confronter à des obstacles. On se rend compte que c'est un petit peu la même chose que pour les élèves. Les personnes que l'on va avoir face à nous, ben, elles vont se tromper, elles vont essayer, et ce sont souvent des formations dans lesquelles le formateur n'est pas en posture haute, mais en posture basse, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire assis au milieu des personnes qu'il est en charge de former, parce qu'il va rencontrer les mêmes difficultés. Pour vous donner un exemple, ce matin, j'étais sur la rédaction d'un prompt pour essayer de tirer voilà, des choses de fichiers Excel générés par Opal. Hier, ce que j'avais fait, mon prompt fonctionnait parfaitement. Je l'ai remis tel quel, même service d'intelligence artificielle, même prompt, etc. Et il m'a dit que ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai passé un petit moment ce matin pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Vous voyez, on est obligé de se confronter à la difficulté pour essayer de faire avancer les choses. Ensuite, on est dans l'esprit critique, on l'a dit, donc je ne vais pas insister, mais à un moment donné, on regarde ce que l'IA apporte, ce que l'IA a produit. On peut aussi se poser la question de l'intérêt de l'IA, donc on n'a pas le temps d'évoquer ça aujourd'hui, mais souvent on se rend compte qu'on va demander quelque chose à l'IA que l'on pouvait faire d'une autre manière, donc qu'est-ce que l'IA va m'apporter ? On creuse un petit peu toujours les mêmes choses, mais qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que j'y perds à utiliser l'IA? Est-ce que ça va me produire quelque chose qu'il va falloir relire dans tous les cas, auquel cas je risque d'y perdre beaucoup de temps? Est-ce que je sais que je peux l'utiliser sur une petite partie qui me permettrait de gagner du temps? Donc il y a tout un travail à mettre en balance avant de partir directement sur l'utilisation de l'IA. Monsieur Dupuis, vous avez bien compris que quand je me mets debout... Oui, j'ai bien compris. J'ai fini. Et donc, vous l'aurez compris aussi, l'objectif, c'est de, comme on l'a vu, les nombreux publics auxquels on s'adresse, de savoir s'adapter au public. On va bien sûr pas proposer la même chose à des enseignants, que ça soit du côté acculturation des enseignants ou la formation des enseignants pour l'acculturation des élèves. D'accord ? On est sur des choses différentes. Et quand on s'adresse à un personnel administratif, c'est encore différent. On va pouvoir passer rapidement sur les... Donc ça, on peut passer. On peut passer, voilà, juste la dernière, quand même. Je voulais juste conclure l'intervention sur cette piste-là. Donc, on se rend compte que, au-delà des personnels et des personnes qu'on a pu citer dans les slides précédentes, une piste probablement, ou des pistes probablement à creuser, sont celles qui ont été évoquées tout au long de l'après-midi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'IA ne se fera pas ni sans les élèves, ni sans les parents. Notamment tout ce qui concerne les devoirs, on s'est rendu compte que les élèves faisaient, certains en tout cas, et de plus en plus probablement faisaient faire leurs devoirs à l'IA, avec tout ce que cela implique de négatif et surtout de réponses totalement incorrectes. Donc il y a tout un travail à faire en coéducation avec les parents. Donc essayer de passer de cette communauté scolaire qu'on a évoquée au tout début pour aller vers une communauté un petit peu éducative élargie, parce que l'IA, en fait, elle n'est pas cantonnée juste au domaine de l'école. Merci beaucoup.